Eh bien, il est 12h30 sur France O, la radio. Bonjour et merci d'être fidèle à ce rendez-vous du samedi. Ce rendez-vous, c'est le rendez-vous avec les cuisines créoles. Qu'est-ce qu'on mange ? Nous sommes donc un petit groupe de passionnés de la cuisine des mondes créoles, réunis par l'Académie des arts culinaires du monde créole, des cuisines créoles. Et nous sommes donc réunis là autour des micros de France O pour vous faire partager notre passion. Et comme tous les samedis, nous nous retrouvons donc autour d'un plat préparé par un spécialiste de notre cuisine. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Nicolas du Beau-Caillou. Nicolas, pour le présenter, c'est un autodidacte de la cuisine. Il a appris la cuisine avec sa grand-mère martiniquaise et il travaille avec sa femme dans sa société depuis 5 ans. Et il se définit comme un citoyen du monde. Du moins, c'est ce qu'il m'a répondu lorsque je lui ai posé la question de savoir de quelle île il était originaire. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors, le citoyen du monde, qu'est-ce qu'il a préparé pour aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je vous ai fait le Havane. Le Havane, c'est une création, une innovation que j'ai essayé de faire. Bon, je ne sais pas si c'est une innovation. C'est une cigarette ? C'est avec du tabac ? Non, pas du tout. C'est en forme de cigare. C'est pour ça que je l'ai appelé le Havane. En fait, c'est comme un rouleau de printemps. On pourrait l'appeler comme ça vulgairement. Ouais. En fait, c'est poulet poché, mariné puis poché badiane gingembre avec des vermicelles de patates douces, des carottes, de la batavia, simple, efficace. Avec ça, il y a donc une sauce, monsieur, à la vinaigrette avec un vinaigre de canne à sucre aromatisé au coco. Vous avez la sauce chien et moi j'ai l'aigre douce. D'accord, donc c'est plusieurs sauces que vous proposez alors pour apprécier ce rouleau de printemps caribéen. À l'antillaise, ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Nicole Etienne qui représente l'Académie culinaire du monde créole. Voilà, quand vous voyez ça. Quand je vois ça, je vois qu'il y a la cuisine créole s'innove. Oui. Voilà, et que c'est très, très intéressant. Et il ne faut pas qu'on oublie qu'on parlera quand même des boquites. Oui, parce que c'est un spécialiste aussi des boquites. Voilà. C'est ce que je pensais dire dans un instant, mais bon, ça a été dévoilé là, spécialiste des boquites. Et puis, on peut aussi saluer, puisque notre émission est en direct, saluer le chef tahitien Poirani Vaaputanou qui, hier soir, a remporté les trophées des chefs ultramarins 2018 qui a été décerné en Guadeloupe. Bravo à ce chef-là. Et puis pour nous en parler, on va tout de suite appeler au téléphone Fred Fortuné, qui est le directeur de l'Académie. Et qui est sur place. Au soleil, oui. Et comme, même s'il était un petit peu tôt pour l'instant, Jessie m'a dit quand on est en Guadeloupe à 5h du matin, on est debout. Voilà. Donc je l'ai appelé. Le président est aussi là-bas, Georges Garnier. Le président aussi a été réveillé, parce que Jessie m'a dit à 5h du matin, on est en Guadeloupe, on est réveillé. Donc, mais Fred, bonjour. Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Alors, Fred est bien réveillé déjà ? Oui, Fred est réveillé, oui. Voilà, premier coup de fil. Il est réveillé ou on l'a réveillé ? On l'a réveillé. Oui, le coup de fil réveillant. Voilà, il a eu son appel, dans les hôtels, c'est son réveil automatique. Bon, alors Fred, hier soir, donc, c'était la soirée qui récompensait les chefs ultramarins. Ça s'est déroulé donc en Guadeloupe. C'est une soirée qui réunit que des professionnels. Alors, c'est une soirée, effectivement, c'est un concours plutôt qui réunit les professionnels, effectivement, de différents territoires. Alors, il y avait 8 candidats. Donc des différents territoires, donc la Guyane, Saint-Barthélemy, Wallis-et-Futuna, Mayotte, Martinique, Guadeloupe, Réunion et Tahiti. Ouais. Voilà. Et la soirée d'hier a été brillamment remportée par le chef tahitien. Alors oui, c'est le chef tahitien, effectivement, Poirani Vaaputanou, qui a remporté... Poirani Vaaputanou, oui. Voilà. Poirani Vaaputanou. Voilà, c'est ça. Et qui a remporté effectivement cette 5e édition en nous présentant le poulet fafa façon grand-mère. Ah, ça c'est bon ça. C'est du poulet avec des feuilles d'épinards ou des feuilles de taro. Voilà, c'est ça. C'est du poulet. C'est plutôt une recette. Alors, c'est une recette ancestrale parce que chacun des candidats devait présenter un plat traditionnel et un plat revisité.
Et lui, en effet, il a présenté cette recette qui est une recette ancestrale. C'est vraiment bien une recette polynésienne puisqu'on retrouve aussi du lait de coco et tout dedans. Hein. Ah, tout à fait, du poulet, des feuilles de taro, du lait de coco frais, des épices, et tout cela effectivement présenté aussi pareil à la tahitienne, donc c'était très très bien. Des couleurs, des saveurs, voilà. Les Tahitiens, ils savent faire. Hein. C'est vrai qu'ils savent faire, mais tous les candidats en fait n'ont pas démérité. Hein. C'est vrai qu'on a eu vraiment un large panel de ce qui se fait de bon sur ces différents territoires, véritablement très de tradition, puisque c'était le thème central, c'était la tradition et la modernité, mais véritablement les candidats se sont impliqués, ils se sont vraiment donnés. En réalité, ils ont vraiment bossé. Et c'est un concours qui fait le tour des Outre-mer ? Alors, c'est un concours qui fait effectivement le tour des Outre-mer, puisque l'édition suivante se fait sur le territoire du gagnant. Donc, la prochaine édition, effectivement, va se faire à Tahiti. Justement, c'est un concours qui a lieu dans 2 ans. Voilà. Mmh. Donc, je pense que ça va être la fête à Tahiti aussi. Hein. Ce chef-là, le chef Puarani, il est chef au Méridien de Tahiti, c'est bien ça? Tout à fait, c'est bien ça. Alors qu'il était soutenu par tout Tahiti, c'est vrai. Donc jusqu'à présent, il y a eu pas mal de messages, notamment sur les réseaux sociaux, que ce soit aussi en direct à la soirée. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont intervenues. Enfin, Tahiti, véritablement, a porté... son candidat. Ah oui, tout à fait. Et donc, Tahiti se prépare à fêter, pareil, dans 2 ans, cette cuisine, la cuisine des chefs ultramarins. Voilà, ce sera dans 2 ans effectivement à Tahiti, donc j'espère que nous serons encore là, hein, y compris. En tout cas, nous avons pris. On va essayer d'être encore vivant. Hein. Ouais, et surtout encore là pour déguster. Pour déguster, exactement, parce qu'on a dégusté vraiment 16 plats en fait, puisque chacun des candidats présentait 2 plats. Donc on a dégusté 16 plats. Non, mais véritablement, c'était très très bien. Et au bout de 16 plats, la nuit était comment après? Oh, la nuit a été... c'était avec de l'eau. Parce que le problème, c'est quand on a pris 16 plats, on est un petit peu lourd pour aller dormir. Non, mais justement, parce que ils ont fait attention à cet équilibre, à tout cela. Non, c'était vraiment... Et puis, ce sont surtout des dégustations. Donc, en petite quantité, vous voyez. Mais c'est vrai que c'était très, très bon. Et la soirée, en effet, s'est terminée avec un cocktail dînatoire, avec les personnalités, effectivement, de l'île, de la Guadeloupe, les partenaires, les personnes ayant fait le trajet, les représentants, l'académie était présente, bien entendu, en l'occurrence par moi-même et M. Garnier, qui est là, le président. Il y avait aussi également notre ambassadeur du Pacifique, Malia, qui était également présent, qui avait accompagné aussi ces candidats. Voilà, donc c'était une soirée bon enfant, très très bien organisée, correcte, de bonne tenue, etc. Ce qui prévoit un trophée de l'art culinaire extraordinaire. Ah bah oui, parce que alors c'est vrai qu'effectivement quelques-uns des candidats qui étaient présents, ce sont des candidats qui ont déjà été récompensés d'ailleurs par l'Académie. Je parle de Katia Després, par exemple, qui a reçu le prix d'honneur l'an dernier. On a Geoffrey Belli également qui avait été récompensé. Enfin, nous étions, ce qui prouve que l'Académie effectivement est dans le bon et sait reconnaître aussi ses talents. Et en effet, l'Académie préparera des trophées aussi de bonne tenue en prenant en compte tous ces éléments, bien sûr. En tout cas, merci Fred pour nous avoir délivré cette information et puis nous avoir dit comment ça s'est passé hier soir, cette soirée de remise des trophées aux chefs, des trophées des chefs ultramarins et surtout la victoire du chef tahitien, du Méridien de Tahiti, le chef Puarani Vaputano.
Voilà pour, Voilà. voilà pour cette information toute fraîche d'hier soir. Nicole, nous on continue. Cette émission revient ici en studio, puisque bon, nous on Bien n'a pas sûr, hein. la chance d'être comme certains de l'académie Au soleil. au soleil en Guadeloupe. Nous on profite du soleil aussi aujourd'hui de Paris, puisqu'il va faire chaud aujourd'hui. Oui, il y a un beau temps. Il y a apparemment au moins 27 degrés. Donc finalement, la cuisine est en fait tous les jours. Ah ben oui, hein. Tout à fait. On s'ensoleille par la table. Voilà. Voilà, ben, en Très tout bien. cas, passez une bonne journée pour ceux qui sont en Guadeloupe. Merci à tous. Voilà, merci. Bah, nous, on retourne, on revient ici avec notre cigare, le cigare qui a été préparé par Nicolas. Enfin, quand je dis le cigare, c'est le Havane, c'est le rouleau, sorte de rouleau de printemps à la caribéenne, à l'antillaise par Nicolas. Nicolas, avant de parler un petit peu de ce rouleau, juste un petit mot sur vous, puisque là où c'est intéressant, c'est dans le parcours de Nicolas, parce que bon, quand on devient chef, il y a plusieurs voies qu'on peut suivre. C'est soit on va dans une grande école, ou alors on est formé à côté d'un grand chef et puis on devient aussi chef et grand chef. Je dirais qu'on copie, On évolue. on évolue, on s'inspire de ce que fait l'autre. Mais Nicolas, lui, on va dire qu'il était un autodidacte, hein, mais un autodidacte qui est quand même arrivé assez loin. Et sa passion de la cuisine vient tout simplement de la famille, de sa grand-mère. Tout à fait, ouais, tout à fait. C'est avec mes multiples vacances et séjours chez ma grand-mère, elle a pu m'inspirer et me parfumer hein, avec cette cuisine typiquement de chez nous, avec les colombos, voilà, avec toute la cuisine qu'on connaît. Et après ça, comme moi, je suis issu du 93. La Villetaneuse, la banlieue, quoi, la cité. J'ai vite vu qu'il fallait que je travaille pour m'en sortir. Donc j'y étais, quoi. Et en y étant, j'ai eu beaucoup d'échecs à droite, à gauche. Et j'ai jamais lâché l'affaire. Et j'ai toujours été déterminé à progresser. Mais en même temps, c'est l'échec qui construit quelqu'un. Hein. Tout à fait. Ouais. C'est en tombant qu'on apprend à se relever. Bon, bah oui, exactement, Et donc, j'ai fini donc, ma carrière de salarié, on va dire, au 2e étage de la Tour Eiffel, en tant que chef de rang, au Jules Verne. C'était, donc, je suis resté 5 ans et demi là-bas. C'était une très bonne expérience qui m'a beaucoup enrichi en termes de savoir-faire, donc en termes de cuisine gastronomique et en salle aussi, parce que j'étais au contact du gratin mondial, on va dire. Non, mais ce qu'il y a d'intéressant dans ce qu'il dit là, c'est en disant que je viens de 93 et puis j'ai appris que bon, pour avancer, il fallait travailler. Mais je pense que pas autour, hein, pour avancer, il faut travailler. Non, mais c'est très fort ce qu'il dit, c'est que bon, en même temps, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on devrait dire à tous nos jeunes, hein, c'est que si on veut avancer, il faut vraiment travailler. Et il n'a pas eu peur, même s'il a échoué à plusieurs reprises, même s'il est tombé, il s'est dit, de toute façon, il faut continuer, il s'est relevé. Oui. Et puis, et puis aussi, bon, son parcours est pratiquement identique aux grands chefs qui ont été dans les grandes écoles. Mais, parce que la plupart... sa grande école était la cuisine de sa grand-mère. Oui, mais la plupart des grands chefs, quand on regarde leur histoire, ils sont d'abord passés par la cuisine de maman ou de la grand-mère. Ouais. Et ensuite, ils ont fait l'école et tout. Mais l'avantage qu'on peut dire qu'à un autodidacte, c'est qu'il est obligé d'observer plus. Et aussi de questionner plus et d'aller plus dedans. Parce que... de prendre plus de risques aussi. De prendre plus de risques, voilà. Mais le parcours, à la fin, parce devient que bon, le même. comme il ne sort pas d'une grande école, il arrive avec un gros diplôme d'une grande école, du reconnu et tout, donc c'est un peu plus difficile pour pénétrer le marché du travail. Oui, mais si on fait des statistiques des très très grands chefs, c'est pas tous ceux qui sont sortis dans une très très grande école qui sont les plus grands chefs. Alors, et ce qui est bien justement avec la restauration, c'est qu'on peut commencer de zéro, quoi, et progressivement gravir les échelons. C'est pour ça que la cuisine et la salle, en fait, la restauration, c'est ouvert à tout le monde. Il faut vraiment y aller, quoi. Mais après, bon, c'est ouvert à tout le monde, mais il faut au moins avoir un minimum de connaissances, un minimum de savoir-faire parce que bon, le verdict est tout de suite, hein, parce que si la clientèle n'est pas d'accord, ben, ça fonctionne plus. C'est clair. Non, mais en tout cas, la restauration, c'est une bonne école de vie, je vais dire. Ouais. On apprend, c'est dur. On apprend que de toute façon, la vie, c'est dur. La restauration, c'est dur. Et c'est comme ça qu'on progresse, quoi. C'est avec les coups qu'on prend et avec les échecs qu'on essuie qu'on progresse. Alors, après cette vie de salarié jusqu'au 2e de la Tour Eiffel, après s'être cassé la gueule à un certain moment, donc l'envie de créer et d'avancer était plus fort. Tout à fait.
au bout de la 5e année, donc il me restait 6 mois à peu près encore au Jules Verne, j'avais déjà mon idée en tête de créer un food truck parce que ça commençait à arriver à Paris, la vague des food trucks commençait à déferler sur Paris et je me suis dit bon, pourquoi pas. Il n'y a pas de Bokit encore à Paris. Bon, il y avait 2-3 restaurants, 2-3 camions mais qui ne rentraient pas encore dans Paris et je me suis dit bon je vais faire un beau camion stylé avec des produits frais et qualitatifs pour pouvoir promotionner la street food des Caraïbes et la faire découvrir au plus grand nombre, quoi. Pas me limiter à une communauté, Ouais. la faire partager à tout le monde vraiment. Et aujourd'hui, j'ai plus de métropolitains que d'antillais au camion, vraiment. Mais c'est pas, voilà, il y a tout le monde qui vient et souvent les gens sont pas déçus, quoi, parce que soit ils connaissent et qu'ils retrouvent donc le goût qu'ils recherchent, soit ils connaissent pas et ils sont agréablement surpris par le pain en fait. C'est le pain qui fait tout chez nous, le Bokit. C'est la croustillance de la baguette et le fondant du beignet. Moi, je suis pas boulanger, donc en fait, je la prends chez un boulanger, ma pâte. Je lui ai donné la recette, je la prends tous les matins chez lui et on la façonne dans le camion, on la cuit dans le camion. Et en même temps, il n'y a pas trop de risques non plus, parce que, sachant que même si je ne connais pas le Bokit forcément, mais bon, avec tout ce qu'on raconte autour de cette table sur le Bokit, on sait que c'est quelque chose qui est très apprécié en Guadeloupe, certainement aussi en Martinique. Vu la forte communauté antillaise qu'il y a ici en Île-de-France, le risque n'était pas forcément. Alors le risque qu'il y avait, c'était de ne pas avoir d'emplacement. D'avoir le camion et de le regarder. En même temps, quand on a un camion, on trouve forcément une place quelque part. C'est pas gagné. C'est pas gagné parce que souvent les mairies sont fermées à ce genre de projet. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'avec ma détermination légendaire, je suis quelqu'un de très déterminé et très ambitieux. Têtu, ouais, c'est ça. Ouais. C'est que j'ai frappé à toutes les portes. Et bon, la mairie de Villeneuve-la-Garenne m'a ouvert ses portes. J'ai commencé là-bas, donc dans un tout petit emplacement dans une zone industrielle. Et progressivement, j'ai fait des ministères, le ministère de l'Outre-mer, qui m'a ouvert ses portes sur les fêtes de la musique, etc., sur divers événements qu'ils font là-bas. Et le milieu associatif, vous ne les avez pas pénétrés aussi ? Bien sûr, c'est là où j'allais en venir. On s'est vite rendu compte avec ma femme, Ophélie, et moi, que rester dans son coin, c'était pas forcément opportun pour progresser plus vite et plus loin. Donc on s'est associé entre camions et on a créé donc le collectif Food Truck Île-de-France et on a aussi adhéré à la Street Food en Mouvement. Moi je suis vice-président du collectif Food Truck Île-de-France et administrateur du Street Food en Mouvement. Et en fait on mutualise nos efforts, on mutualise nos forces pour que la street food, les camions, les stands, etc., soit vraiment soit la marque de fabrique, soit l'alternative au restaurant assis avec des couverts, quoi. La street food, c'est avec les mains, c'est... oui, c'est un art aussi culinaire. C'est ce street food-là, on retrouve ça un peu partout. Hein, dans le monde entier. Oui, voilà. Dans le monde entier. En plus, dans le monde entier, il y a des spécialités. Et c'est aussi très facile d'accéder à une autre cuisine. Mais tout à fait, c'est ça en fait, c'est la simplicité. On n'a pas besoin de pousser une porte et puis là on va dire la cuisine arrive chez nous. Hein. C'est ça. Mais je comprends quand il parle de la difficulté ici en France, c'est que il y a la partie hygiène qui est très importante et si on ne respecte pas ça... c'est ce qui est un peu normal aussi. Oui, c'est normal. Bien sûr. C'est tout à fait normal. Non, mais comparé à la Guadeloupe où on peut s'installer un peu partout où on veut, à Paris, en France, il nous faut des autorisations. Et c'est les mairies qui les délivrent généralement. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai abandonné de travailler avec les mairies. Enfin, c'est les mairies qui me contactent maintenant. Je ne contacte plus les mairies, je ne démarche plus. Parce que ça fait maintenant que 5 ans que j'existe et que j'ai une certaine notoriété qui me permet justement de plus démarcher, de me faire démarcher. Je refuse parfois des événements. Avec la force donc de notre association, de nos associations, c'est l'avantage aussi d'être à plusieurs, c'est qu'on est plus fort. C'est ça, à plusieurs on est plus fort et on va plus loin, plus vite. Et voilà, après, je fais divers événements, notamment la Natural Hair Academy. La Natural Hair Academy, c'est donc les cheveux au naturel pour les femmes et les hommes. Et donc là, cette année, ça aura lieu le 8 et le 9 juin. C'est la première année où c'est sur 2 jours. Et c'est le rendez-vous vraiment de la beauté au naturel. Et j'y suis avec des collègues food truck. Et ça marche bien, quoi. Et, un petit mot pour Didier Mandin, s'il m'écoute. J'espère que tu as vu le message. Ouais. Mais c'est vrai que l'avantage de
de ce genre de préparation du Havane ou alors du bokit, c'est des choses qui peuvent se manger facilement, on n'a pas besoin d'être assis. C'est ça, et c'est justement le concept en fait. La street food avec des couverts, c'est pas forcément de la street food. C'est lourd, c'est lourd. Voilà, c'est voilà. lourd. En fait. La street food, c'est debout dans la rue. Voilà, on ne s'attend pas. Mais, on continue à faire ce qu'on a envie de faire. Et puis chez nous, la street food a toujours existé. Mhm. C'est-à-dire qu'on est à la plage et puis que rapidement on mange, même si on mange un bon plat de colombo, mais bon, là on est dehors quoi. C'est ça. C'est comme à La Réunion, ce qu'on appelle les camions-bars. Hein. Exactement. C'est les camions-bars qui sont un peu partout, sur toutes les plages, dans tous les lieux touristiques. Et puis là où on trouve les samoussas et puis les bons plats créoles. C'est ça. Mais et justement, je ne fais pas que des choses de la Caraïbe. Je m'appelle The Caribbean Food Truck, mais je fais aussi des choses de la Réunion. Je fais les bouchons réunionnais. Je fais les bouchons gratinés aussi, les samoussas. Oui. Mais ce qui serait quand même intéressant, c'est qu'on parle au public des bokits. Oui. C'est-à-dire pourquoi c'est là, c'est quoi le bokit Oui, c'est quoi un bokit? Parce que bon, alors moi je ne connais pas le bokit. Alors le bokit, je l'appelle vulgairement le burger des Caraïbes. C'est notre sandwich phare en fait. Pourquoi vulgairement? Parce que j'aime pas le mot burger en fait. Burger c'est américain quoi. Le bokit, c'est les Caraïbes. Hein, c'est présent sur toute la Caraïbe sous différents noms. Dans les îles francophones, ça va s'appeler le bokit. Dans les îles néerlandophones et anglophones, ça va s'appeler le Johnny Cake. Ouais. En fait, c'est les Indiens qui nous ont amené ce pain-là. Vous savez, quand les Noirs ont cessé de travailler en esclavage, les Indiens nous ont amené donc, ce pain-là. Et nous, on l'a enjolivé, on l'a travaillé, apprivoisé. Voilà. Je dirais même plus. C'est-à-dire qu'effectivement, bon, il y a certains pains indiens qui sont cuits dans l'huile, dont un qui s'appelle le pourri. Oui. C'est carrément cuit dans l'huile. Et effectivement, il y a eu d'abord la vague par l'Angleterre qui colonisait carrément l'Inde. Et après, c'est arrivé dans tout le bassin de la Caraïbe avec l'esclavage et tout. Et la particularité qu'on peut dire du bokit, c'est que les descendants d'esclaves ont carrément, on va dire, revisité complètement le junket. C'est ça. Le junket, c'est ça. Ils ont carrément revisité le junket qui s'appelait Johnny Cake avant d'être le junket. Ouais, mais dans le bokit, qu'est-ce qu'il y a? Dans le bokit, on met tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de limite en fait. Il n'y a pas de religion là-dessus. Alors. Ah non, il n'y a pas de. Je passe du vegan à la viande, du sucré au salé. Vraiment, il n'y a pas de limite. Je peux faire chic taille de morue par exemple. Hein. Ça c'est le phare, c'est le bokit phare. Oui, là on revient au goût traditionnel, au goût que les gens aiment bien sur ces territoires. C'est la morue et tout. Mais donc le bokit a quitté la Caraïbe et le bokit est arrivé à Paris. C'est ça. Avec le Bocaillou et avec d'autres sociétés qui le font. Mais vraiment, on essaye avec le Bocaillou de... Pas forcément, j'aime pas le mot revisiter. On le réinvente. On met des touches un peu occidentales, forcément, parce que ma femme, c'est une occidentale. Mais, Et puis, la cuisine créole, qu'on le veuille ou non, il y a la cuisine occidentale, la cuisine indienne, la cuisine africaine. C'est ça. Voilà. Et c'est pour ça qu'on dit créole, quoi. C'est un mélange de tout qui fait cette cuisine-là. Et l'avantage qu'on a, justement, de cette cuisine que l'Académie de l'art culinaire veut promotionner au maximum, c'est que, qu'on le veuille ou non, on a un certain avantage. C'est-à-dire, on a un mélange de cuisine et on a des plats à l'infini. C'est ça. C'est ça. Et d'ailleurs, donc chez le Bocaillou, on ne fait pas que le bokit. Hein. Vous voyez, on fait aussi des petites saveurs comme ça, le Havane, on fait les acras. Moi, je les appelle les acras de ma mamie, les acras de mamie Henricia. Ouais. C'est ma mamie qui m'a transmis cet art-là. Hein. Les acras, vraiment, je vous les recommande chez moi. C'est vraiment top. On sent la morue, quoi. Il y a de la morue dedans, quoi. C'est pas... ça, on sent le côté des îles, hein. C'est les acras de mamie, c'est les meilleurs. Ah non, j'ai pas dit que c'était les meilleurs, j'ai pas cette... Non, mais l'avantage qu'il y a chez nous, c'est que tout le monde défend. C'est ça. Et on finit par avoir de meilleurs. C'est ça. Ouais, mais en même temps, si les acras de mamie sont les meilleurs, sont les meilleurs. Hein, mais j'aime pas dire que je suis le meilleur, parce que forcément, ça écrase les autres. Et non, je pense que... des fois, ça n'écrase pas. Il y a certains qui veulent écraser le meilleur. Oui, c'est vrai, non, mais il y a certains qui sont vraiment pas bons aussi. Hein. Oui, c'est pas faux, mais ça c'est ceux qui prennent les surgelés. Nous, on est dans le frais, hein, total, la morue fraîche qu'on dessale, qu'on assaisonne, la farine qu'on prend de qualité, on prend pas une farine de bas de gamme, on prend des oignons rouges, parce que c'est plus digeste que les oignons blancs. Voilà, on essaie vraiment de faire des choses
bonne. Voilà. Ça, c'est pour le bokit, mais revenons sur ce qu'on est en train de déguster ce matin sur le Havane. C'est une sorte de rouleau de printemps. Hein. À l'antillaise, ouais, ça. Alors, comment c'est fait? Alors, une feuille de riz traditionnelle, hein. Bon, ça on trouve ça chez les Chinois, forcément. Chez les Chinois, bon, chez les magasins asiatiques, pardon. Ouais. Donc en fait, le poulet, c'est une aiguillette que j'ai fait mariner donc toute une journée avec badiane, gingembre et huile de tournesol. Piment végétarien. Ouais, c'est-à-dire que tu as gardé le côté qu'on a chez nous des viandes, qu'on assaisonne. Qu'on assaisonne avec le citron vert, avec voilà, pour bien que ça s'imprègne en fait dans les chairs, un peu ciseler la chair du poulet, pour bien que le goût imprègne le poulet. Ensuite, j'ai vermicelle de patate douce. Vermicelle de patate douce. C'est bon. Ça change quoi, ça change des vermicelles de riz traditionnelles. Donc carottes. Batavia, bon ça on trouve partout. Oui. Et après c'est les sauces qui vont faire un peu le côté vraiment créole. C'est ces sauces qui font créole parce que moi j'ai la sauce chien là ce matin. Sauce chien, voilà, traditionnelle. Voilà. Ça me rapproche un peu de mon rougail de tomates. Exactement, ouais, c'est vrai. Vous avez vu, hein, les tomates sont mondées, hein, je les ai, elles sont épluchées. Je mets pas la peau des tomates. Vous avez donc le Havane avec une vinaigrette coco. Ouais, et pourquoi Havane? Pourquoi Havane? C'est une forme de cigare. Et puis, comme je me dis que je représente la Caraïbe, ben pourquoi pas Cuba, quoi. Voilà, et Havane, la capitale de Cuba, quoi. Après, aussi, j'ai oublié de le dire, mes bokits, enfin nos bokits avec ma femme, portent des noms des villes de Caraïbes. Par exemple, le bokit végétarien, il va s'appeler le Kingston, la capitale de Jamaïque. Le bokit morue va s'appeler le Sainte-Anne. Le Lamentin, ça va être le thon. Voilà, l'îlet Oscar, ça va être le poulet. Voilà, il y a plein de noms comme ça qu'on essaye pour promouvoir un peu nos îles, quoi. Et est-ce qu'au niveau du bokit, il y a une grande demande végane, végétarienne? Énormément. Je pense que c'est là où il faut qu'on se dirige un peu tous. Hein. C'est vers le moins de viande. Ouais, ça fera moins de pollution. C'est ça. Et en fait, ce que je fais, c'est de la protéine de soja, hein, que je réhydrate au bouillon de légumes et que je cuisine avec la sauce chien. Tout simplement. C'est simple et efficace. Donc vous êtes toujours en train de chercher? Toujours en train de voir comment on peut améliorer la recette et puis trouver les nouveaux goûts. Tout à fait. Ma femme qui est pâtissière de métier nous fait des amours cachés ou le Robinson, fantastique. Le Robinson ou l'amour caché, en fait, c'est une pâte à gâteau. Enfin, c'est une pâte brisée. Une confiture coco. Donc c'est ce qu'on retrouve aussi dans votre food truck. Ah oui, en dessert. Là, je vous parle du dessert. Donc c'est une association gagnant-gagnant. Et puis madame et monsieur, c'est dans les pâtes, hein, la pâte. C'est ça, tout à fait. On a mêlé nos trois métiers pour créer le Bocaillou. Elle, pâtissière, moi, un peu cuisinier et un peu serveur. Tout ça, nous trois, nos trois métiers rassemblés dans le Bocaillou pour faire progresser le métier de la street food. Comme quoi, l'amour, c'est rapprocher aussi tout. Hein. Ah ben oui, mais ça rapproche les gens et ça donne de bons résultats en cuisine. Oui, ce qui est quand même intéressant, c'est que le bokit, comme tant d'autres choses, ça a été un débrouillardisme et faire travailler la tête des descendants d'esclaves. Et je pense que cette nouvelle génération a gardé cet instinct. Ah ouais, cet instinct de il faut trouver, il faut changer, il faut améliorer. C'est ça. Mais moi, je l'ai dans mon ADN. Hein. Je suis un descendant d'esclaves. Je suis descendant de personnes mises en esclavage. C'est tout à fait normal. Ah ouais, c'est dans mon ADN. je le revendique souvent. C'est pour ça que je vous dis que je suis habitant du monde. Oui. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que je suis habitant du monde, c'est que je viens d'Afrique, je viens des dom-toms, je viens de partout. J'ai pas de limite. Et donc le Bocaillou, est-ce qu'on le trouve? Alors le Bocaillou, il faut nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, le site internet. Il y a même une application, c'est le Bocaillou, tout simplement. Vous pouvez me téléphoner. En fait, j'ai pas d'emplacement fixe. Il n'y a pas de tous les mardis, je suis à un tel endroit, tous les jeudis à un tel endroit. Je tourne, je vogue avec le vent. C'est ça le food truck. Voilà, c'est ça, c'est l'itinérance. C'est un food truck itinérant et pas encore chef à domicile. Si, bien sûr, traiteur. J'ai pas de limite, comme je vous l'ai dit. Je suis traiteur. No limite. No limite. No limite. En tout cas, merci. Merci à vous. Colla.
Et puis, félicitations aussi à votre femme qui Ophélie. Ophélie qui participe à cette aventure. La partie technique de cette émission est assurée aujourd'hui par Bruno Dessommes. L'émission a été préparée avec l'aide de Jessie Delon. Et puis, pour les pages Facebook, c'est pour Louis-Gérard Salcède.